France Inter. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. J'ai des souvenirs des cours d'espagnol avec Monsieur Colomer. Au moins une fois par semaine, il nous faisait sortir une demi-feuille et bam, un terreau de verbe irrégulier. J'ai l'accent de I, vamos, dans la tête depuis lors. Accent donc sur le I. Mais je me souviens aussi que Monsieur Colomer nous récitait du Antonio Machado et que cortarse la coleta, ça veut dire littéralement se couper la queue de cheval, mais qu'en réalité c'est une manière familière de dire partir à la retraite. Et vous savez pourquoi ? Parce que quand ils raccrochaient, les toreros à l'époque se coupaient la petite queue de cheval qu'ils avaient tous sur les cheveux. Et je me demande si l'IA, c'est ça, et surtout ce que l'on perd quand on ne le sait pas en même temps qu'on apprend l'espagnol. Si vous êtes prof d'espagnol ou d'anglais, d'allemand ou d'autres choses, vous avez forcément à un moment eu en face de vous un élève qui vous disait « Non mais à quoi ça sert d'apprendre la langue maintenant qu'on a l'IA qui traduit tout et qui le fait en plus de mieux en mieux ?» À partir du mois prochain, pour les utilisateurs d'iPhone récents, il suffira de cliquer sur traduction en direct, de mettre vos écouteurs et vous saurez une conversation limpide avec un interlocuteur dans n'importe quelle langue. C'est fou, non ? La technologie va si vite que demain on aura tous cet outil à disposition. Alors est-ce qu'il est en train de menacer l'apprentissage des langues ? Est-ce que l'idée de traverser à l'inverse le monde en comprenant tout ce qui vous entoure n'est pas tellement fascinant ? Je suis de la vieille école, je pense qu'une langue c'est aussi une émotion. Est-ce qu'on peut s'engueuler avec des écouteurs et ChatGPT ? Mais je suis aussi de mon époque et peut-être que l'IA est une autre manière d'apprendre les langues. Est-ce que c'est un accélérateur d'apprentissage ? Ou alors comme vous peut-être, j'ai traversé le Japon avec Google Translate et c'était tellement pratique. Après tout, les robots de cuisine n'ont jamais empêché d'aimer cuisiner, pas vrai ? Est-ce qu'il est encore utile d'apprendre une langue étrangère ? On en parle ensemble ce soir, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Pierre, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu, bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir pris mon appel. En fait, j'ai appris 5 langues et je trouve que apprendre des langues, c'est pas seulement apprendre des mots, c'est aussi se plonger dans une civilisation, c'est découvrir des traditions, c'est découvrir un monde et penser que en fait en écoutant une traduction dans notre langage, on va saisir tout ce qui se passe en face, c'est une illusion et puis c'est se priver quand même de quelque chose de formidable, c'est la connaissance des autres et en fait se plonger dans la civilisation des autres, dans leurs habitudes, dans leur façon de penser aussi. Merci. Voilà, donc, Pardon Pierre, je vous ai interrompu. Vous avez le droit à une phrase de conclusion si vous le souhaitez. Non, voilà, donc je pense qu'il faut surtout pas penser qu'une langue c'est simplement des mots. Il faut c'est la découverte des autres et c'est ça qui est beau, quoi. Et se priver de ça, c'est se priver de tout, quoi. Et en même temps, Pierre, donc vous parlez quelle langue ? Vous avez dit 5, vous parlez quoi ? Alors italien, allemand, anglais, français et un dialecte des Alpes. Ok. Latin. Et si demain vous allez en Chine par exemple et que vous avez cette possibilité avec les écouteurs, est-ce que vous dites jamais je ne touche pas ? Ou est-ce que on est dans un autre contexte ? Donc vous vous dites allez chiche, je les mets les écouteurs et je vais comprendre ce qu'on me dit, ne serait-ce qu'au guichet de la gare, quoi. Ah oui, bien sûr, effectivement, l'outil est très intéressant, effectivement, mais en fait, il faut le prendre pour ce que c'est, pour un outil. Et j'ai travaillé en Chine, j'ai été en Chine, j'ai commencé à apprendre le chinois et c'était formidable aussi d'apprendre à dessiner les idéogrammes. Ouais. Donc il y a plein de belles choses. Alors c'est un outil qui est fantastique pour voyager, effectivement, mais il faut pas se priver du reste. En fait, je pense que en pensant que on va avoir autant de plaisir à écouter une traduction qu'à apprendre une langue et découvrir les gens qu'on a en face de nous, c'est un leurre. Merci beaucoup, Pierre. Il est bien votre témoignage, Pierre, parce que il nous dit ces deux choses-là qu'on va explorer ensemble. À la fois, bien sûr, que il y a de l'émotion dans une langue, et en même temps, ne nous privons pas aussi de ce qui arrive. La question est de savoir si l'un va manger l'autre ou pas. Pour discuter ensemble, il y a Marion Carré autour de la table. Bonsoir, Marion. Bonsoir. Vous êtes autrice d'un livre qui s'appelle Le paradoxe du tapis roulant. C'est édité chez Lattès. Ça vient de sortir. D'ailleurs, vous présidez Ask Mona. Vous êtes experte en IA et Ask Mona, pour les gens qui nous écoutent, transforme les œuvres d'art et les objets en conversations engageantes. Donc, grâce à une IA conversationnelle. Bonsoir, Arnaud Portanelli. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur du site d'apprentissage linguistique Lingeo. Est-ce que vous, déjà, dans votre pratique, Arnaud Portanelli, vous êtes sur les deux tableaux ? C'est-à-dire à la fois apprendre l'émotion de la langue, donc la vraie langue, et en même temps, peut-être dire à certains de vos élèves, vous tracassez pas,
ça c'est technique, laissez faire une IA. Est-ce que vous êtes déjà sur les deux ou pas ? Alors nous, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a absolument aucune baisse pour l'instant d'appétence pour la culture et la linguistique. Mais j'ai envie de vous dire, les gens qui ont envie de voyager en Chine et qui n'étaient pas prêts à apprendre le chinois parce qu'ils y vont pour le business et qui vont utiliser demain les outils de traduction en direct, ce n'étaient pas déjà nos clients. Nous, Lingueo, on accompagne des groupes et des sociétés principalement et des actifs grâce au fameux et au dispositif français qui est le compte personnel de formation. Je rappelle, c'est un dispositif que chaque salarié a et peut mobiliser pour financer tout ou partie de sa formation. Et les gens qui s'engagent dans ce genre de parcours, ils ont compris justement l'intérêt humain de pouvoir parler avec leurs clients pour ouvrir des marchés. Donc ils sont pas dans cette logique-là. Pour autant, l'IA, et on le verra peut-être dans l'émission, chez nous, est à tous les étages de notre service. Vous allez nous expliquer effectivement à quel étage et comment. Marion Carré, vous de votre côté, je disais tout à l'heure en introduction, on peut pas s'engueuler avec l'IA. Et effectivement, le tout, c'est que c'est pas la même conversation. Enfin, ça ne doit pas être la même conversation. Et au fond, l'interrogation, c'est est-ce qu'on va finir par faire comme si c'était la conversation, ou est-ce qu'il y aura toujours cette séparation en fait entre la langue de l'émotion et la langue du tout venant ? On a souvent ce débat avec l'intelligence artificielle sur la substitution et le remplacement. Et je pense qu'effectivement, là, on est sur deux enjeux complètement différents. Celui de vouloir connaître, comprendre une culture et celui plus utilitaire de pouvoir comprendre quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'enjeux où, on est au Brésil, on parle pas portugais, on sort son téléphone, l'IA peut nous aider et nous dépanner. Mais c'est vrai, quand on veut avoir un rapport approfondi avec une langue, c'est important d'avoir la maîtrise et de savoir faire soi-même ce qu'on veut ensuite déléguer à l'intelligence artificielle. Et moi, je me rends compte au quotidien. J'utilise l'IA pour m'aider sur des tâches de traduction, mais par ailleurs, je parle anglais et je suis en mesure de relire, changer, contredire. Donc c'est vrai que c'est important de pas se mettre en autopilote et de se reposer complètement sur l'intelligence artificielle pour parler à notre place. La question, c'est quand on a le compte formation chez vous, par exemple, Arnaud Portanelli, on a déjà un certain âge, on travaille déjà en fait. C'est donc c'est souvent les actifs. Exactement. Donc on a cette maturité. Exactement, l'appétence, la maturité, etc. Absolument. La question, je vois déjà arriver quelques profs d'anglais là, par exemple sur le groupe WhatsApp, c'est est-ce que cette appétence-là, c'est la même avec les plus jeunes ? Non. Non, et c'est d'ailleurs merveilleux. Laissez les gens croire que demain, ils n'auront plus besoin de cette compétence et formez-vous, vous, parce que vous avez compris que ce sera encore plus différenciant. Parce qu'on est en train de rentrer globalement dans une ère qui est une ère de la paresse intellectuelle et qui est en face d'une promesse, une promesse de fantasme, le fantasme de devenir de réalisateur, de devenir polyglotte. Et il faut faire attention à pas se laisser séduire par ces fantasmes et se rappeler au contraire, comme ça a été relevé avant, le plaisir d'apprendre et la finalité d'une langue, c'est d'aller vers l'autre, c'est de lui prouver son amour, c'est de pouvoir comprendre sa subtilité de culture. Et ça, l'IA ne le remplacera jamais, c'est pas l'objet. Est-ce que vous avez le sentiment, on va retourner au standard dans un instant, Marion Carré, qu'il y a un moment, mais peut-être que vous aussi d'ailleurs dans votre boîte, vous demanderez aux gens, est-ce que vous parlez vraiment anglais ? Et j'allais dire vraiment, c'est-à-dire pas l'anglais de l'IA, mais l'anglais vraiment. Est-ce qu'à un moment ça va devenir un critère parce qu'on pourrait être sur ces deux tableaux-là, en effet ? C'est un critère. Est-ce que c'est déjà le cas d'ailleurs peut-être ? Ah oui, c'est déjà un critère. Effectivement, nous on fait des entretiens en anglais. On veut que les gens parlent anglais parce que c'est quelque chose d'hyper important. Et pour rebondir sur ce qui était dit juste avant, en fait, je pense que les intelligences artificielles, il y a ce côté tapis roulant. Pour reprendre l'image du livre du paradoxe du tapis roulant, c'est en fait ça nous permet d'aller plus vite, plus facilement, plus rapidement quelque part. Mais il faut faire attention à ne pas en dépendre, ne pas trop se reposer dessus. Et à l'inverse, quand on apprend une langue, on est sur ce que j'appelle le tapis de course, c'est-à-dire qu'on muscle son cerveau. Et d'ailleurs, ça a été montré, il y a plein d'impacts bénéfiques cognitifs dans l'apprentissage d'une langue, qu'on soit adulte, mais aussi enfant, et c'est quelque chose de très important. On va parler de l'apprentissage, effectivement, mais peut-être que l'IA nous aide dans l'apprentissage aussi. On ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voici d'abord Laurence qui est à Nantes. Bonsoir Laurence. Bonsoir. On vous écoute. Écoutez, moi j'ai l'impression que tout a été dit en début d'émission. Là, je vous écoute depuis tout à l'heure. Oui, moi je suis pour une langue un peu émotionnelle. J'apprends l'italien depuis 1 an et demi. En fait, j'ai arrêté de fumer. Il fallait absolument que je m'occupe et je me rendais compte qu'en arrêtant de fumer, je faisais plus de pause.
Et donc j'aime l'Italie, j'aime beaucoup ce pays. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'ai une amie qui me dit, il y a Duolingo, essaye de voir. Et je suis allée depuis 2 fois en Italie. Et franchement, ça n'a rien de... Alors, encore une fois, je suis pas, c'est ce que je disais à votre interlocuteur au téléphone tout à l'heure, je suis pas contre le progrès, voilà, l'IA, je veux pas effectivement jeter tout avec l'eau du bain, mais effectivement, je pense que le fait de le mettre un peu à toutes les sauces, ça demande de moins en moins d'efforts. Et effectivement, faut que ça reste un outil exceptionnel dans certains domaines. C'est-à-dire que voilà, le plaisir d'apprendre une langue, c'est pas de se balader avec un traducteur dans son téléphone, quoi. Voilà. Et moi, j'en ai eu l'expérience quand je suis allée en Italie. J'ai pas été très longtemps, mais le fait de rencontrer des gens du pays, et quand tu vois l'effort qu'on peut faire pour parler italien, parce que voilà, je suis pas rendue à un niveau exceptionnel, tout de suite ça met en relation des personnes qui au départ auraient pas eu l'occasion de parler ou d'approfondir les choses ou de découvrir le pays, et on sent une certaine reconnaissance dans leur façon de vous accueillir. Merci beaucoup, Laurence. Merci vraiment. Jusqu'à ce qu'on ait tous les écouteurs, en fait. Et que, je sais pas si c'est maintenant, si c'est dans 10 ans, si c'est dans 5 ans, je sais pas. Mais jusqu'à ce qu'il y ait même un étonnement quand vous vous promenez dans un pays étranger. Mais comment ça, tu baragouines l'italien? Attends, mets tes écouteurs. Qu'est-ce que tu me fais? Est-ce qu'on risque pas d'en arriver là, finalement? Est-ce que c'est pas ça le risque, au fond? Alors c'est vrai qu'on a un arsenal technologique qui se déploie, que ce soit dans les lunettes intelligentes avec ce sous-titrage en temps réel de ce qu'on se dit, ou aussi le clonage vidéo multilingue, où je peux avoir une vidéo de vous qui me parle dans 13 langues différentes que vous maîtrisez pas. Donc il y a vraiment ces technologies qui se déploient, mais il y a quand même un effet baguette magique. On a l'impression que l'intelligence artificielle peut parler toutes les langues, et en fait il y a un certain nombre de biais qui font qu'il y a certaines langues qui sont mieux maîtrisées par l'intelligence artificielle que d'autres. Non, Marion Carré? Pour l'instant, mais il y a encore un grand sujet de... par exemple, en anglais, c'est très performant, mais si vous prenez le Swahili, là, les performances chutent drastiquement, alors que c'est une langue qui est parlée par beaucoup de personnes, parce qu'on a des enjeux de base de données pour entraîner. C'est ça, parce que l'IA n'a pas été assez entraînée, en fait. C'est ça, parce qu'il y a peu des corpus assez pauvres qui font que l'IA est moins bonne, et donc ça perpétue ce privilège linguistique de l'anglais, où quand on parle anglais, on peut parler avec beaucoup de monde, et c'est moins le cas pour les autres locuteurs. Mais à l'oral, est-ce qu'elle comprend tout déjà? Ce que je veux dire, c'est le langage familier. On s'est amusé avec Cyrine qui travaille avec nous cet après-midi. Si je mets wesh dans la conversation, enfin on est là dans vraiment le quotidien. On s'est amusé à mettre du nouchi, c'est un argot ivoirien. Est-ce que ça on l'entend? Est-ce que déjà l'IA a intégré ce genre de choses? Ou est-ce qu'on va finir, et c'est bien ça ma crainte moi, en fait avec des conversations d'une effroyable platitude finalement, parce que toutes ces nuances-là et tout ce qui fait cette saveur-là, c'est pas pareil quoi. Moi, je suis aussi assez pessimiste, mais plus globalement, moi, sur l'intelligence globale de notre civilisation. Ouais. Voilà, donc c'est global. Je pense qu'on a. Du coup, j'entends ce que vous dites. C'est aussi sur la barrière, la hauteur qu'on se met, en fait. Moi, c'est l'acceptation de l'individu à la souffrance qui me pose une difficulté en ce moment. Donc, je pense que les gens ont tendance à croire que l'accès à la technologie va leur faciliter tellement de choses qu'ils se laissent aller sur ce fameux tapis sans réfléchir et sans avoir de sens critique. Je pense qu'il faut remettre au cœur de notre société la problématique du sens critique, ne plus croire ce qu'on voit, ni les vidéos, ni les productions, car actuellement l'IA générative est avant tout générative plus qu'intelligente, et elle génère et invente des choses qui n'existent pas, des textes de loi, parfois même des plaidoiries, des choses qui n'ont jamais existé. Il suffit de lui demander mais est-ce que tu es sûr? Et ça va mettre du temps avant que ça change. Autre point, je pense que l'être humain, autant il est attiré par la facilité parce qu'il pense que ça lui crée, que ça fait tomber une difficulté, autant je pense pas qu'il acceptera d'être très rapidement augmenté. L'augmenté, je pense qu'on n'est pas prêt à l'accepter. À part quelques tarés de la Silicon Valley, les gens normaux, on va dire, vont pas vraiment et rapidement accepter qu'on leur mette des puces ou des lunettes qui vont leur augmenter leurs compétences. Par contre, via le téléphone, oui, certes, ils vont accepter cela.
La crainte, c'est qu'il y ait le monde avec et le monde sans, en fait. Et il y aura ça. Voilà, et que ces deux mondes-là, à un moment... C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que les gens aient de téléphone avant 18 ans. Avant 18 ans, avant 25 ans, avant 50 ans. Max est avec nous. Bonsoir, Max. Bonjour. Merci pour mon appel. Attendez, Max, on vous entend pas du tout. Faites voir, bougez un peu pour voir. Ah oui, est-ce que c'est mieux là ? Ouais, un petit peu, allez-y. Bon, super. Excusez-moi, non, je voulais juste déjà vous féliciter pour vos émissions et puis dire que moi, je suis peut-être un peu optimiste, mais j'avais la sensation que, en fait, cet accès à la communication permettrait peut-être aussi plus de fluidité dans les échanges lorsqu'on est à l'étranger. Moi, quand je voyage, je suis très vite limité par mon anglais basique et donc dans mes rencontres, je vais jamais très loin dans les échanges. Or, un outil comme ça me permettrait sans doute d'approfondir mes échanges avec des locaux. Et puis, plus généralement, j'ai un peu le sentiment que ça permettrait de limiter ce phénomène un peu d'anglicisation générale où on accède à un anglais basique, hyper techno, pas du tout intéressant, pas du tout subtil, et que si chacun parlait sa langue, peut-être qu'à l'échelle de 20, 30, 40, 50 ans, on tend vers quelque chose de beaucoup plus qualitatif dans le maintien de la langue et quelque chose dans un truc qui fait qu'on évite de tous devenir anglophones, quelque part. Voilà. Merci beaucoup, Max, pour cette remarque. Marion Carré, qu'est-ce qu'on en pense de la remarque de Max, pardon ? La remarque est très intéressante sur ce côté où effectivement... Au moins j'interagis en fait, sinon je le ferai pas de toute façon parce que je parle pas la langue. C'est ça. Alors après en pratique, moi pour beaucoup voyager avec mon métier dans plein de contextes et beaucoup me servir des technologies, on reste quand même un peu sur cette communication de base où on peut aller un peu plus loin que les 3-4 mots que j'ai appris dans mon routard avant de partir, mais on va pas forcément beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que il y a une barrière supplémentaire qui tombe. Après, je trouve son point intéressant sur la question de l'homogénéisation, où effectivement, si on est tous poussés à parler anglais, il y a ce risque d'homogénéisation. Là, on peut avoir différentes langues qui vont vivre, même s'il y a ce véritable enjeu de diversifier les corpus pour entraîner l'intelligence artificielle. Et il y a des projets très intéressants comme le projet Common Voice porté par la Mozilla Foundation qui permet à chacun de venir entraîner l'IA dans sa propre langue en s'enregistrant à l'oral pour du coup aller au-delà de cette problématique de la barrière des langues de l'IA. Mais l'homogénéisation, justement, c'est aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le vocabulaire. On a tous, dans toutes nos langues, un vocabulaire extrêmement imagé. Si, en discutant avec quelqu'un, je dis, oh là là, j'ai les mains qui pèguent, et que la traduction de l'IA, c'est quelque chose qui dira, j'ai les mains moites, c'est pas pareil, ça dit pas du tout la même chose, ça raconte pas la même histoire, ça raconte pas la même relation. Et ce niveau-là, de toute façon, est-ce que l'IA l'aura un jour, en fait ? En fait, c'est ce que soulignent les traducteurs à qui on demande souvent de repasser derrière des traductions faites par des IA, où ils se rendent compte que les mots qu'utilisent les IA sont souvent les mêmes. Donc on a cette tendance à homogénéiser aussi la langue en réduisant le set d'expressions. Du coup, on sera tous d'accord, quelle horreur en fait. Non mais sérieusement. Mais bien sûr. Ouais. Et c'est d'autant plus important d'apprendre déjà sa première langue, développer son vocabulaire pour développer son expression, développer ses idées. Elle se fait à travers la maîtrise des mots. Et penser que l'accès à l'informatique va nous faciliter cela, c'est vraiment tomber dans un mythe de la facilité. Pour autant, l'IA, c'est un changement de paradigme. Une entreprise qui, en ce moment, n'investit pas massivement dedans et qui passe pas, je dirais, entre 60-70% de son temps à digitaliser, à rentrer de l'IA à l'ensemble des process, c'est une entreprise qui n'existera plus dans 12 mois, 24 mois max. Vous, typiquement, 24 mois, vous dites. 24 mois, mais maximum. Vous, dans l'apprentissage, par exemple, qu'est-ce que ça a changé ? Comment vous l'utilisez ? Très concrètement, on l'a mis à tous les étages chez Lingueo. La première chose, c'était nos clients. On a des clients plutôt assez grands comptes et puis des cabinets de recrutement. Comme vous disiez tout à l'heure, ils ont besoin de tester rapidement les compétences des individus. Et donc, on a développé des tests qui font de l'IA inversée. C'est le robot et l'outil qui te pose des questions et qui te dit, voilà, quel est ton niveau. Et il va pas s'intéresser qu'à toi. Il va te poser des questions qui sont en lien avec ton activité professionnelle. Donc, il te pose des questions, ça dure 30 minutes et après, il te donne ton niveau précis. D'accord, sur les 5 compétences, les 5 skills. Donc ça, c'était les positionnements. C'est utilisé pour les plans de développement de compétences dans les grands groupes. C'est des mots un peu compliqués, mais en gros, c'est pour investir mieux sur la bonne personne. Après, on l'a mis au niveau du service client. Nous, chez Lingueo et Lilat, qui est notre certification, ça fait à peu près 1 an qu'on répond à 100% des interactions avec nos clients par une IA. Donc, c'est une IA qui répond à tous nos emails en temps réel, à tous nos textos, qui répond à tous nos WhatsApp. Si vous allez sur mon site, vous écrivez un WhatsApp à 3h du matin, l'IA, elle prend votre demande et elle y répond. Pour autant, mes équipes, moi, ont été formées différemment. Elles sont plus formées pour répondre aux questions, mais pour vérifier que l'IA n'a pas fumé, comme on aime bien dire chez nous. Parce que l'IA adore fumer. C'est un plaisir qu'elle s'octroie régulièrement. Et nous sommes là pour vérifier. C'est illégal, mais pour elle, elle a le droit. Donc, elle invente, elle crée, elle génère.
dictionnaire. Et donc nous, on vérifie et on la rééduque. Donc voilà, donc le travail a été modifié. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'au fond, vous avez de l'IA partout. Votre entreprise sert à apprendre les langues. Vous avez de l'IA partout. Sauf dans l'apprentissage de la langue. En fait. Sauf le professeur. En fait. Ouais. On va faciliter le travail du professeur tout de même, c'est-à-dire qu'on va lui faciliter la rédaction des résumés, des interactions humaines qu'il a eues. Mais dans notre méthodologie à nous, chez Lingueo, c'est toutes les semaines, entre 1 et 2 heures de pratique orale. La dame qu'on a eue tout à l'heure, qui a témoigné, cette pauvre dame, elle a utilisé une application. Je l'invite à revenir vers nos services parce que si elle veut vraiment passer un niveau, il faut qu'elle pratique et non pas qu'elle joue avec son téléphone. Encore une fois, le fantasme du téléphone peut pas tout faire. Il la rendra addicte, mais il la fera pas progresser. Bonsoir Benjamin. Oui, bonsoir. Je vous écoute, Benjamin. Oui, bonsoir à tous. Je me suis permis de réagir sur l'émission, sur la thématique, lorsque j'ai entendu que finalement on interroge aujourd'hui le fait que l'IA remplace l'usage des langues et l'apprentissage des langues. Je suis enseignant en géographie et nous avons rencontré des choses qui, moi, me semblent assez similaires il y a quelques années lorsque les outils numériques se sont imposés, que ce soit les traitements de bases de données, les cartographies libres ou même le GPS. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent le 15 août sous le tunnel de Fourvière ou bien dans des embouteillages parce qu'ils sont simplement guidés par une application et ne savent plus vraiment se diriger. Ouais. Je suis bien d'accord avec vous, on est dans une ville, on ne sait pas où on est dans la ville en fait. Exactement. On ne sait pas si on est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ouais. Voilà. Donc l'outil permet de se déplacer, mais finalement pas vraiment de voyager. La deuxième chose aussi, c'est que notre discipline s'est recentrée sur des objets et des questionnements qui sont assez différents de ce qu'ils ont pu être à une époque où on pensait que la discipline consistait à penser le nombre de barres de fer, les quantités qui étaient produites dans les différents pays ou avoir une connaissance exhaustive des choses. Et finalement, on s'est aperçu que les ordinateurs le faisaient très bien sans nous. Donc, on s'est aperçu que finalement, la géographie était une discipline qui permettait de comprendre, interroger les rapports à l'espace, sans nécessairement avoir présent le seul impératif de connaissance. Merci beaucoup Benjamin, j'aime beaucoup ce qu'il dit Benjamin Marion Carré sur au fond l'IA nous permet de nous déplacer mais pas de voyager et ça colle parfaitement, ça marche exactement aussi de la même manière pour les langues en fait. J'espère qu'on ne sera pas aussi mauvais quand même pour se déplacer dans le futur que pour échanger avec d'autres cultures parce que là le scénario si on devait l'appliquer aux langues il serait catastrophique. Ouais. Le scénario du GPS qu'on suit attaché aux langues, c'est qu'à la fin, effectivement, on a juste une conversation d'une effroyable platitude avec une personne qu'on a en face de nous, en fait. Et au fond, la même conversation qu'on soit en Chine ou en Italie. À la fin, c'est ça que ça dit, non, Marion Carré? Exactement, c'est une question de sens, cette perte de repères. C'est de se dire que parler une langue, c'est pas juste transmettre des informations. Il y a aussi tout ce qui est dans le contact, la subtilité de l'interaction, l'ironie, beaucoup de choses qu'on va manipuler en tant qu'humain pour communiquer et que l'IA va pas forcément saisir. Et c'est pour ça, dans la façon dont on introduit les intelligences artificielles pour éviter de se retrouver en autopilote, c'est très important, à mon sens, de garder ce que j'appelle le premier et le dernier kilomètre de la réflexion. C'est-à-dire de rester, certes, d'utiliser les IA, et je pense qu'il y a plein de cas, même pour apprendre les langues, où ça peut être très intéressant de s'en servir pour pratiquer, s'entraîner, etc. Mais il y a des choses où il faut continuer à avoir une intention, et ensuite il faut continuer à pouvoir repasser derrière la machine pour pas dépendre d'elle, parce que sinon, si on ne sait plus parler sans l'IA, le jour où il y a plus de signal, où il y a plus de réseau, ou plus de batterie dans son téléphone, il y a plus personne. Exactement, comme on est paumé dans une ville, effectivement, comme le disait notre ami prof de géo, dès lors qu'on peut plus ouvrir la bonne appli. On reparlera d'ironie et de second degré, vous l'avez un peu évoqué, Marion Carré. Je voudrais qu'on accueille Valérie Zenati. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes autrice, Valérie Zenati, vous êtes scénariste et aussi traductrice. Puis surtout, on a eu envie de vous parler parce que vous parlez français, vous parlez hébreu, vous parlez anglais, vous vous débrouillez en arabe, vous connaissez un peu de yiddish. C'est intéressant le yiddish parce que pour le coup, ça c'est, j'imagine, une langue qui n'a pas été entraînée par l'intelligence artificielle. Il paraît que vous lisez même l'araméen, mais je crois que vous frimez un peu, Valérie Zenati. Non, je confirme. Je voudrais savoir pour vous, en fait, qui les maniait, ces langues-là, en fait, et qui, surtout, passaient de l'une à l'autre, ce que ça veut dire, et si vous avez cette crainte-là, justement, qu'on oublie ce plaisir de sauter d'une à l'autre.
Écoutez, en écoutant vos invités parler, je me dis que, en fait, avant d'interroger la question de savoir s'il faut apprendre ou pas une langue aujourd'hui que l'IA existe, je pense qu'il faut réinterroger le rapport à la langue, à notre propre langue déjà. Parce qu'une langue, avant même d'être culturelle, le mot a beaucoup été dit, c'est quelque chose de physique, d'affectif. Enfin, on l'incorpore physiquement, comme la nourriture en fait. Ouais. Une langue, ça a une saveur, une texture, et je dirais même des apports nutritionnels. Elle nous nourrit d'une certaine manière. Et donc, quand on prend conscience que notre langue maternelle a ces pouvoirs-là, on est d'autant plus curieux de sentir d'autres saveurs, d'autres textures et d'avoir d'autres apports nutritionnels. Et donc moi, d'une part, je rejoindrai un peu vos invités, ce que vous dites. Bien sûr qu'il y a un aspect pratique dans la communication et que être privé de langue, c'est être dans une situation de vulnérabilité, en quelque sorte. Donc la technologie peut nous y aider. En revanche, se priver de l'apprentissage, c'est en quelque sorte perdre le goût et lorsque vous utilisez un mot que vous n'avez pas appris, que vous n'avez pas ressenti, dont vous ne connaissez pas la vraie texture et les vrais échos, c'est un peu comme si le goût du poulet rôti était le même que celui d'un éclair au chocolat. Ouais, c'est exactement ça. Ou c'est quand si tout ce qu'on mange était pasteurisé en fait au final et à la fin tout a le même goût. Moi je trouve ça intéressant, notamment Valérie Zenati vous concernant sur le yiddish, parce que alors, s'il y a bien une langue qui se transmet oralement, c'est bien celle-là qui, de toute façon, sinon se perdrait. Et du coup, je me demandais, en fait, si dans une langue comme celle-là, l'IA est pas là aussi pour la maintenir en vie, en même temps qu'il faut continuer à la parler, parce que c'est exactement comme ça qu'elle s'est transmise. Alors peut-être que ces outils vont effectivement aider. Ça, je pense qu'on peut raisonnablement le penser. Maintenant, moi, je ne parle pas du tout couramment yiddish, mais ce qui est intéressant, c'est que ma sensibilité au yiddish est passée par les chansons. Et donc, c'est là aussi, on revient à la question des sens. Une langue, on l'incorpore par les sens, par l'ouïe, par la façon dont on nous a touchés quand on était enfant et qu'on nous a parlé. Elle entre vraiment en nous par le corps. Et donc, ça nous rapproche de ce que vous dites sur l'oralité. Cette oralité, c'est aussi toute la dimension, chantée d'une langue, par exemple, qui fait qu'elle va se transmettre autrement que de manière intellectuelle et scientifique. Et puis, il y a son étymologie, de toute façon, qui va avec dans l'apprentissage. Et l'étymologie dit 1000 choses sur un mot et sur une langue que, évidemment, une IA pourra jamais remplacer. Oui, vous l'avez dit au début sur l'espagnol. Moi, je pensais par exemple à l'expression en français couper les cheveux en 4. En hébreu, on dit poivrer, en quelque sorte, ajouter du poivre. Donc, c'est très intéressant d'aller au cœur de ses origines. Et alors, vous parliez du yiddish, je peux parler aussi de l'hébreu et de ce qu'on appelle communément les langues rares. En fait, l'IA, effectivement, pour l'instant, a beaucoup de mal à être performante là-dessus parce que il n'y a pas vous l'avez dit. Elle n'est pas entraînée. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le plaisir d'acquérir une langue, justement, à travers le corps, les sens, à travers l'acte volontaire et actif d'arpenter un autre système que le nôtre, c'est un plaisir que l'IA ne peut pas nous donner. On ne pourra jamais ressentir ce plaisir-là par elle. En revanche, effectivement, avoir des facilités pour communiquer en cas de détresse, c'est peut-être pas mal. Une dernière chose, Valérie Zenati, avant de vous laisser, c'est promis, on est vraiment dans l'oralité dans cette émission, c'est vrai, dans l'apprentissage de la langue, mais je peux pas oublier que vous êtes traductrice aussi dans la vie. Cette inquiétude-là, c'est évidemment l'inquiétude de tous les traducteurs qui sont des auteurs à part entière et qui ont une vraie crainte que leur métier disparaisse réellement. Vous l'avez aussi, cette crainte, j'imagine? Alors, elle existe, et là, je pense qu'il faut protéger, il faut des lois, et beaucoup de gens œuvrent pour que cette protection existe. On pourra peut-être pas lutter contre certains usages de l'IA en traduction, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, une traduction, c'est une voix, c'est la restitution d'une voix. Et d'une voix humaine, avec ses failles, avec son imaginaire, avec son inconscient, et elle a besoin de la restitution par une autre voix subjective. Cette subjectivité
pense pas que l'IA puisse vraiment l'atteindre. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que je continuerai de traduire quoi qu'il arrive, peut-être pour personne d'autre que pour moi, parce que j'ai cette nécessité, comme j'ai besoin de jouer de la musique, l'IA peut interpréter une partition de Bach, mais ça m'intéresse pas. Je préfère l'interpréter moi, avec mes défauts, avec mes approximations, mais j'ai besoin que ça passe par mon corps, et j'espère que d'autres gens ressentiront ce besoin. Mais en même temps, et moi ce que je trouve intéressant avec les traducteurs comme vous, et il y a beaucoup d'appels dans ce sens-là, et tous les traducteurs qui nous écoutent comprendront ce que je dis. Vous, par exemple, vous avez traduit Appelfeld, mais vous le connaissiez. C'est pas la même traduction quand on connaît celui qu'on va traduire. Évidemment, ça raconte une toute autre histoire. Bien sûr, parce qu'il y a toute cette dimension. En fait, là, on est vraiment un peu dans le combat entre on va dire la machine et l'homme, qui n'est pas si récent que ça et qui est réinterrogé par l'IA. Mais cette dimension effectivement humaine, je disais même affective, du rapport à la langue, à un auteur, à un texte, qui peut exister aussi quand on ne l'a pas connu d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qu'il faut préserver et qui permettra, je crois, de réinterroger aussi ce qu'est le lien humain. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas investir le champ critique d'une autre langue sans avoir d'abord pensé à notre rapport à la langue, notre rapport aux êtres, au désir qu'on a de lutter contre les clichés, la langue de bois, ou ce que vous appeliez très justement le langage aseptisé. Merci beaucoup Valérie Zenati, merci de votre petit passage dans Le téléphone sonne là-dessus. Je voudrais qu'on rebondisse là-dessus, si vous le voulez bien, l'un ou l'autre. Marion Carré, la crainte du langage aseptisé, on parlait de l'ironie tout à l'heure, du second degré. La vraie crainte, c'est celle-là, parce qu'on dit que l'usage de l'IA dans la conversation peut nous faciliter les conversations, c'est vrai. Elle peut aussi créer des erreurs monumentales, précisément parce que chaque langue est faite de ça, de second degré, d'ironie. Si on le capte pas, on peut déclencher une guerre mondiale. Moi, ça me parle beaucoup, ce qui vient d'être dit, notamment dans la subjectivité de la langue. Et j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui parlent plusieurs langues et qui m'ont dit partager cette sensation d'avoir une personnalité un peu différente dans les autres langues dans lesquelles elles s'expriment, parce que la langue leur permet de partager autre chose qu'elles partagent pas forcément dans leur langue. Et du coup, ça, c'est vraiment une question que soulève l'intelligence artificielle sur cette subtilité du langage qu'on peut pas forcément retransmettre. Et moi, je m'en rends compte en travaillant sur la traduction de mon livre, où forcément, comme j'ai les mains dans les IA tout le temps, j'ai voulu leur soumettre des choses. Le titre, c'est très drôle d'ailleurs, racontez-nous, parce que le paradoxe du tapis roulant, ça a donné quoi ? C'est ça, en fait, moi, le paradoxe du tapis roulant, c'est devenu le treadmill paradoxe, sauf que le treadmill, c'est le tapis de course. Exactement. Or, moi, c'est un tapis roulant, le moving walkway, et à un moment donné, qui peut se transformer en tapis de course. Et donc ça, c'est des choses où, si on se contente de prendre la première traduction qui sort, en fait, on fait un non-sens complet sur ce qu'on cherche à exprimer. Et ce qui serait bien la catastrophe, et peut-être d'ailleurs que moi la question que je me pose, Arnaud Portanelli, c'est combien de temps là ils nous fascinent ces outils. Enfin, je veux dire à juste titre. Moi aussi, alors j'ai pas le bon téléphone, mais j'aimerais bien tester en fait ce que ça veut dire et ce que ça fait. Et moi j'ai l'impression que c'est comme tout. On va rentrer dans ce tunnel là. Et puis on va voir le bon grain et l'ivraie en fait. Simplement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Le temps de comprendre ce qui nous aide et ce qui nous tue en fait. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Est-ce que c'est le vôtre aussi ? Alors, pour être marié avec une personne de nationalité étrangère, à l'occurrence italienne, j'ai très vite compris qu'il fallait que je maîtrise la langue si je voulais m'exprimer. D'ailleurs, c'est elle qui me l'a demandé. Elle m'a dit, écoute, on s'engueule, mais finalement, j'ai peur que tu ne me comprennes pas. Apprends l'italien pour qu'on puisse s'engueuler convenablement. Et donc, mais c'est ça, mais absolument, engueulez-vous en italien, évidemment. Exactement, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est drôle, parce que du coup, vous vous engueulez en italien et vous vous aimez en français, je trouve ça drôle. Voilà, tout à fait. Et on échange en anglais quand on veut que nos enfants ne comprennent pas. Pour l'instant. C'est la question des fonctions des langues. Voilà. Et je voudrais rebondir, vous avez déjà entendu parler du AI slop, la bouillie d'intelligence artificielle. C'est ces contenus que génère l'IA qui sont d'une platitude absolue et qui veulent pas forcément dire, qui restituent pas la substance et la saveur de ce qu'on cherche à transmettre. Antoinette est là. Bonsoir Antoinette. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, j'ai appelé parce que l'IA, moi, ça me fait un petit peu peur. Et du coup, j'ai découvert que je suis bénévole au Resto du Cœur et nous recevons beaucoup de personnes qui ne parlent pas un mot de français. Et elles sortent leur téléphone, elles parlent, il y a une traduction et je comprends ce qu'elles veulent dire. Et ça, je trouve que c'est génial. Parce que sans ça, nous serions complètement démunis. Aucune façon de communiquer. J'essaye l'italien, l'espagnol, l'anglais, le français. Et là, c'est vraiment un miracle.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Antoinette. Et elle a raison, Antoinette. L'outil existe. Ne crachons pas sur l'outil, parce que l'outil peut avoir du sens, et y compris dans votre métier, Arnaud Portanelli. Alors, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais à l'inverse, tous les pays du monde demandent une maîtrise, un certain niveau de maîtrise de la compétence linguistique pour obtenir la nationalité. Donc, c'est pas pour rien. Quand on apprend la langue, on apprend un peuple, on apprend sa culture. Donc la facilité, c'est bien, mais moi, j'inviterais quand même tous les gens à se mettre en difficulté plutôt que d'utiliser le téléphone pour pouvoir monter en compétence. S'il y a pas de difficulté, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de montée en compétence. Marion Carré, avec ces langues qui sont moins bien maîtrisées par des IA, et je parlais par exemple avec des personnes à Singapour qui se plaignaient du fait que leur accent était pas bien compris par les IA et qui vivaient ça comme une forme de discrimination. Donc c'est vrai que c'est très pratique si l'IA parle et comprend correctement votre langue, et ça permet en fait de faire cette première marche pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. J'en parlais par exemple avec les équipes d'Emmaüs Connect pour la question des lettres de motivation dans un français correct, etc. Il y a beaucoup de personnes que ça peut aider, avec du coup cet enjeu de oui, mais ceux qui ne le maîtrisent pas sont du coup encore plus distanciés. Quand vous sortez en groupe à l'étranger, nous dit Régis sur le groupe WhatsApp, dans un bar, l'IA ne sert à rien parce que elle ne sert que dans les échanges en one-to-one, écrit-il, quand on est face à face, incapable de comprendre quoi que ce soit, quand on est plusieurs personnes à parler de toute façon en même temps. Ce que ça nous dit, encore une fois, c'est que ça nous parle d'outils, ça nous parle de pratique, en fait. Ça nous parle du GPS, mais pas plus. Au fond, c'est ce que j'entends dans ce que dit ce message, non? Et est-ce qu'on l'embrasse, le GPS, ou pas? Écoutez, pour ce qui est des langues, personnellement, je trouve qu'il faut absolument pas l'embrasser. Il faut embrasser, à l'inverse, la volonté de découvrir l'autre et par sa langue. Est-ce qu'il y a une crainte après tout, on a vu beaucoup tricher sur l'intelligence artificielle, des textes qui, etc. De la même manière, Marion Carré, là pour le coup là-dessus, on peut pas tricher. Vous pourrez pas embaucher quelqu'un qui vous dit qu'il parle anglais quand c'est pas vrai parce qu'il a des écouteurs. On est d'accord que là-dessus, on peut pas tricher. Si on peut ou pas? Ces problématiques de l'employeur, c'est les mêmes que celles de l'enseignant. Moi, j'enseigne à Sciences Po Paris, et je sais les enseignants se posent beaucoup de questions sur comment on fait évoluer nos modalités d'évaluation pour éviter que des personnes effectivement s'appuient sur l'IA et qu'on évalue des IA. Et ça marche pas pour les langues, si? Parce qu'après tout, l'oral... En fait, du coup, on a vraiment cette oralité qui revient au premier plan, que ce soit pour les langues, les rendus, les exposés, etc., où ça permet de s'assurer que la personne s'est pleinement approprié la connaissance en question et qu'on n'est pas en train de relire une IA. Voilà, là au moins effectivement vous avez raison, on peut difficilement tricher. Je vous remercie tous les deux chaleureusement pour votre participation. Merci à tous pour vos nombreux appels. La question des petits bateaux, c'est celle d'Isidore, il a 9 ans je crois.